s'appelle le pays de Touma. Il est un pays de battants et de combattants. C'est un pays lourd de sens et de signification pour l'histoire. C'est aussi un pays où il y a une solidarité accueillante pour l'Afrique. Et ce pays-là a vu pointer un jour un homme au destin assez singulier et particulier, qui a eu la grâce, l'insigne honneur d'arrêter la guerre ou le cycle de guerre dans ce pays et de faire la paix. Le pays, c'est le Tchad. L'homme, c'est le président Idriss Déby Itno, le président tchadien, ce panafricaniste qu'on ne présente plus. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sous la Dan Broadcasting System au cours de cette édition spéciale sur le Tchad. Bonjour donc bonsoir, et nous accueillons avec un tapis rouge certainement celui-là qui nous vient du Tchad. Lui aussi, il est historiquement lourd de symboles et de significations. Il s'agit du ministre chargé des missions à la présidente de la République tchadienne. Il s'agit d'Ibrahim Koulamala. Cher ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le présentateur, ça va? Très bien. Okay. Et vous? Très bien. Vous êtes au Cameroun de passage. Je suis du Cameroun de passage. Alors, vous avez des choses, peut-être une mission, je ne veux pas parler d'une mission, mais vous êtes quand même là parce que vous voulez dire un certain nombre de choses. Vous avez vécu au Cameroun, c'est peut-être votre pays aussi. Oui, le Cameroun était ma seconde patrie. Oui. J'ai vécu longtemps au Cameroun, j'ai vécu 11 ans de 80 en 91. Avant de regagner le Tchad, j'étais dans le cadre des affaires, j'étais transporteur et un opérateur économique. Donc je connais bien le Cameroun, que j'aime bien. Ah donc le Cameroun, c'est votre terre. Bah, c'est ma terre. Merci. Alors vous nous venez là à un moment où l'actualité est chargée. On a fait cette édition spéciale pour que vous puissiez expliquer en profondeur certaines choses, une certaine actualité qui a eu cours ces derniers mois au Tchad. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai, il y avait des événements au Tchad, il y avait des tollés, il y avait des bruits et tout ça, mais le Tchad étant ce qu'il est, un pays stable, un pays dont le gestionnaire est un homme vraiment aguerri et qui la gère vraiment avec bras de fer. Alors, on va prendre cet aspect-là qui est l'aspect fondamental de l'émission, à savoir, le Tchad essaie de parcourir un peu, le président Idriss Déby le comprendre, puisque vous êtes chargé des missions, vous êtes comme son conseiller, on va parcourir le président tout à l'heure, mais on ouvre d'abord une porte avec la première dame, Inda Déby Itno. C'est aussi une femme avec son cursus académique qui en réalité fait parler d'elle, pas seulement au Tchad, mais commençons par le Tchad. Oui, c'est une grande dame qui a beaucoup d'initiatives. Bon, quand on parle d'initiative, vous voyez, c'est-à-dire son départ avec son organisation, son association Grand Cœur, oui, qui a fait le bonheur de beaucoup de Tchadiens. Une association Grand Cœur. Grand Cœur, c'est-à-dire qui est là, qui s'occupe des désœuvrés, il s'occupe de tout, de le cas sociaux. Donc, elle avait réfléchi, elle a pensé que le Tchad a besoin de ça. Il y avait beaucoup de gens qui ont besoin de certains concours et elle est là pour les aider. Elle a créé, c'est-à-dire sur le plan agriculture, dans l'agriculture, elle s'investit en donnant des matériaux de l'agriculture. Sur le plan sanitaire, elle prend en charge les gens, les handicapés mentaux, les handicapés... On la voit constamment, comme en image, là. Voilà, elle est tout le temps en train de courir et tout ça. Son souci, c'est de venir en aide. C'est une femme de grand cœur. De venir en aide aux gens désœuvrés, aux gens qui ont besoin d'elle, qui ont besoin d'aide. Alors, vraiment, je ne sais même pas, est-ce qu'on peut encore parler de sa grandeur, parce que c'est apparent. Et là, apparemment, quelque part, vous m'avez dit en coulisses que c'est aussi une fille d'une famille... oui, elle, justement, c'est ça aussi la raison, parce qu'elle aussi, elle n'est pas tombée de la dernière plus. Elle est issue d'une famille, d'une grande famille. Oui. Son père, dans le passé, a fait son cursus universitaire. Il était même dans l'administration, il a été ministre, il était plein des actions. Donc pour le Tchad, c'est-à-dire son père a fait beaucoup d'efforts pour le Tchad. Elle maintenant, elle a acquis cette éducation, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a acquis des parents. Et elle avait acquis, et vraiment aujourd'hui elle a la hauteur. Elle a la hauteur auprès d'un homme aussi plein d'initiatives. Je crois que ça marche.
Vous qui êtes comme un relais, vous êtes conseiller du président, vous voyez ces actions sur le terrain, vous parcourez les populations. Est-ce que les populations ressentent ça? On la voit en image là, mais est-ce que les populations ressentent vraiment ça? Toutes les populations quand même. Mais vous pensez que quelqu'un qui vous vient en aide au moment où vous en avez besoin, quel sentiment vous pouvez avoir de cette personne? Sentiment d'amour, vous êtes d'abord émotionnellement ému. Donc la population vraiment l'encourage. Aujourd'hui, la population est avec elle, comme la population est avec son mari. C'est-à-dire que ce sont deux personnes que le Tchad a aimées et que la population tchadienne a aimées. Est-ce que son niveau, par exemple, elle est docteur quelque part, c'est-à-dire que est-ce que ce niveau-là ne l'a pas aidé aussi à poser ces actes-là Oui. Si on n'est pas intelligent, si on n'a pas beaucoup d'acquis, on ne peut pas initier des grandes œuvres comme ça. On peut être une dame tranquille. Elle est une dame qui produit, qui est soucieuse quand même de la prise de ses compatriotes, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social. Donc ça veut dire qu'elle est bagagée, elle est sincèrement à la hauteur de ce qu'elle est en train de faire. Et la place de la jeune fille, parce que ça, c'est aussi, on sait que l'UNICEF, l'UNESCO, tous ces organismes-là s'intéressent au sort de la jeune fille. Oui, elle les a prises en charge, elle a créé quand même des structures de formation, par exemple en couture et beaucoup de choses. C'est-à-dire tout ce que les jeunes filles mères, des jeunes filles mères qui n'ont pas de prise en charge, il y a des structures qui les prennent en charge. C'est-à-dire qu'elles s'occupaient de tout ce qui est social et tout ce qui est agricole, c'est-à-dire de tout pour le bien-être de la population et pour le bien-être de tout ce monde-là. Alors, vous êtes chargé de mission à la présidence de la République. Il y a quand même le fait, vous savez, la culture des premières dames. Dans des pays, il y a certaines personnes qui disent que quand une dame fait ça, c'est comme si elle prenait un peu beaucoup plus la place de son mari, que les premières dames ne doivent pas le faire, ainsi de suite. Quelle est votre lecture de manière personnelle? Vous regardez toutes les actions qu'elle commet, on les voit en image. Ça, c'est un faux problème. Ah, c'est un faux problème. Non, c'est quand quelqu'un s'investit comme ça, on doit plutôt l'encourager. Mais j'ai dit que c'est-à-dire les actions, ce sont des initiatives qui viennent de la personne. Oui. C'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire, mais c'est elle qui l'a fait. Donc dans ce cas, si elle s'implique et qu'elle peut aider les gens, pourquoi les gens trouvent ça mal? Et pour dire que chacun reste à sa place. Elle reste à sa place de la dame qui fait des choses et son mari fait sa gestion aussi. Donc il n'y a pas de problème qu'elle est en train de prendre la place du mari. Je crois que... Vous savez, je pose cette question, Excellence, Monsieur le Ministre, par rapport à l'opinion. L'opinion qui dit que les femmes, les premières dames qui agissent beaucoup comme ça, veulent peut-être grignoter une partie, prendre les décisions à la place de ceci, ainsi de suite. Non, je crois que ce sont des premières dames. C'est-à-dire, derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Oui. Donc ça se complète. Ça se complète, mais sans autant empiéter sur le pouvoir de votre mari. Voilà, sans empiéter sur le pouvoir. Non, pas du tout. Donc ces actions sont sociales. Sociales, c'est des actions de contribution et tout ça, mais on n'a jamais remarqué qu'elle empiète sur le pouvoir de son mari. Elle ne prend pas de décision. Elle ne peut pas prendre de décision. Alors, on a vous avez encore une autre chose à dire sur elle? La femme, vous avez dit la femme au grand cœur avec l'association. Vous voulez qu'on limite si on veut parler d'elle, on parlait plus des autres. Donc autant arrêter. C'est trop grand. Ça. Alors vous-même, j'ai parcouru vous êtes ex-ministre de l'enseignement et de l'aménagement du territoire. De l'aménagement et de la décentralisation. De la décentralisation. Du développement touristique. C'est toujours un ministère que vous avez. Ex-ministre des droits de l'homme. Ouais. C'est aussi ça. Vous êtes ex-conseiller chargé des missions auprès du Premier ministre. Vous êtes ex-conseiller spécial du Premier ministre. Oui. Ça veut dire que vous-même là, dans le gouvernement, vous avez... Dans un parcours, oui, c'est enrichissant quand même. Oui. Et ça vous a donné une expérience? Bien sûr. Moi, j'ai d'abord une expérience de la vie active. Je vous ai dit que j'étais opérateur. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui initie, qui est chef d'entreprise. Et ces fonctions, bon, pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai commencé les actions très jeune. Quand j'ai commencé les affaires, j'avais commencé très jeune. Quand je n'avais que 26 ans. J'étais dans les affaires vers les années 73 et tout ça.
je pouvais me glorifier parmi les grands hommes d'affaires du Tchad. Le premier, pour ne pas trop me jeter des fleurs, j'étais parmi les gens, un millionnaire. À ce temps, vers les années 60, quand tu es millionnaire, c'est pas n'importe qui. Tout à fait. Donc ce sont ces expériences acquises dans le travail. Commencé jeune, j'ai eu la responsabilité de gérer ma famille, parce que mon père a été détenu en 63, parce que c'est un homme politique et tout ça. Il a mis beaucoup d'années en prison. Et puis j'étais seul face à ma famille, face aux actions que j'ai faites. J'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai encadré mes frères, ils ont été à l'école. Il y en a que j'ai pu les envoyer aussi en France et tout ça. Et là, j'avais que 26 ans. Et ça veut dire que je me suis vraiment battu dans la vie. Donc j'avais l'expérience de la vie et je sais apprécier les choses. Donc la fonction gouvernementale, pour moi, c'est un complément. Ce n'est pas, c'est un complément. Ce n'est pas un grand... Alors, une transition avec la première dame, vous avez dit c'est une dame de cœur. Hein. Ouais. Je ne sais pas si la réalisation pour aller vers son mari peut nous restituer cette image d'une association de cœur. Ça veut dire que vous-même vous êtes aussi un homme battant, un homme de cœur. Alors, la première dame, elle agit, hein, on voit son action, mais maintenant, vous êtes conseiller du président de la République. Quelle est l'image quand vous êtes avec le président Idriss Déby Itno? Comment vous le comprenez? Quel est l'homme? C'est un homme attirant. C'est un homme attirant, jovial, accessible, quoi. Oui. Quand vous êtes avec lui, vous ne vous sentez pas avec un président de la République. Ah bon? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez entrer dans sa porte, discuter à bâton rompu. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Et quand vous sortez, vous êtes émerveillé, vous allez vous-même vous interroger si vous avez vraiment en face de vous un président de la République. Ça, c'est encourageant par rapport au rapport des êtres humains. Bon, le président Idriss Déby, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est attentif. Ouais. Il est attentif et il est soucieux quand même du devenir, de l'émergence de son pays. Ouais. Chaque fois que vous discutez avec lui, il pense quels sont les produits que vous lui apportez pour la projection de son État. C'est-à-dire, vous ne discutez pas dans le vide, vous discutez sur des objectifs précis et pour l'impulsion de la République. Ouais. Donc c'est un homme quand même très attentif. C'est un homme qui a fait son parcours. Il a fait son parcours militaire, il a été aigri, il a passé dans des situations difficiles. Ah. Donc il sent dans son âme toutes les situations de son compatriote. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça, c'est quelqu'un qui a graduellement gravi certains échelons de la vie. Et c'est quelqu'un qui a passé sa jeunesse pour sauvegarder l'image et la souveraineté du Tchad. Il en a fait beaucoup de sacrifices. Arrivé à cet stade, je crois que maintenant, il a pu stabiliser la République. Oui, comme on l'a dit à l'introduction, c'est lui qui vient mettre fin au cycle des guerres. Il a mis fin aux nombreuses guerres avec Goukouni Wede, tous ces présidents-là, avec cette histoire de bande d'Aouzou et autres. C'est-à-dire la paix et la démocratie étaient, c'est-à-dire après les années 58, où il y avait beaucoup de partis politiques, où tout le monde était là. Je peux aussi parler de mon père qui était parmi les pionniers de la République. Oui. Après ça, c'était la dictature qui s'est instaurée avec, comme on l'a dit, les présidents après l'indépendance, oui, qui avaient comme mission de se substituer aux Occidentaux, aux Français ou ailleurs et tout ça. On n'avait jamais eu la paix jusqu'au moment où il est arrivé en 90. Où au moins le Tchadien s'est senti libre et le multipartisme s'est développé. Parce qu'après, il y avait rupture. Oui. Après 60 ans, c'est fini. Il y a annulation des partis politiques, suspension des partis politiques. Il n'y a plus de vie politique. Surtout qu'il y avait une grande instabilité. Il n'y a plus de vie politique. Oui. Il y avait instabilité et tout ça. Alors, c'était un tourbillon de guerre et tout ça. En 90, quand il est arrivé, à ce moment, il a proclamé qu'il n'a rien amené d'autre que la paix et la liberté. Donc, vous voyez, c'est une déclaration grande. Et comme ça, tout le monde se sent érigé en parti politique. Il y avait des débats démocratiques. Donc, c'est lui qui a ouvert le Tchad à la démocratie, à la liberté d'expression. Oui, il a ouvert au Tchad la démocratie en arrivant en 90, parce que la démocratie était arrêtée avant l'indépendance, ou bien juste après l'indépendance. Oui. Voilà. Mais avant... Dans les années avant l'indépendance, il y avait, bon, ça c'est un combat contre la colonisation, donc il y avait des gens qui sont là, qui se sont érigés en parti politique. Mais après qu'on était indépendant, il n'y avait plus de débat, parce que celui qui s'est installé, il a suspendu, il a mis les gens en prison et tout ça, c'est-à-dire que c'était la calvaire. Donc jusqu'en 90,
Le président Idriss Déby est venu, il a dit, bon, maintenant c'est la liberté, c'est la démocratie, bon, chacun peut faire ça, et à la liberté d'expression. Et vous voyez l'émergence de presse au Tchad. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir sur l'action fondamentale, la communication, c'est-à-dire cette intervention française, de l'armée française et l'armée tchadienne sur cette colonne. Mais essayons de voir aussi ses réalisations hors du Tchad d'abord. Il y a par exemple cette guerre au Mali, que pour moi, en principe, il avait contribué à gagner aux côtés de la France. Oui, il a contribué à gagner. Bon, s'il n'a pas lui seul qui a fait le grand travail, mais de toutes les manières, le souci qui a animé le président du début, c'est pas le souci d'avoir un prestige quelque part. Ah. Il a vu ses frères en difficulté et il est venu en recours, c'est tout. Donc, qu'il soit en premier ou en second, c'est pas son souci. C'est qu'il a l'important, c'est son souci, c'est de secourir. De secourir et c'est tout. Donc il ne cherchait aucun label quelque part. On l'a aussi vu dans le registre de Boko Haram. Oui. Il a poursuivi Tchekao jusqu'au dernier retranchement. Oui. Il a pris la tenue de guerre. Hein? Bien sûr. C'est quand il y a un événement difficile, lui il se met dans sa tenue de guerre. Hein. Ah oui, c'est pas lui il ne télégrite pas à partir de son bureau. Hein. Il est sur le champ d'action. Donc, sur le champ d'action, parfois en train de piloter l'avion, parce que il est pilote, mais j'ai dit que non, c'est-à-dire il va sur c'est-à-dire avec un combat de terre à terre, de corps à corps. Corps à corps. Il est là avec sa troupe. Il les galvanise pour que les choses se passent sur son espérance, quoi. Alors, quand il intervient au Mali, il intervient dans le registre de Boko Haram, où en principe c'est lui qui a sommé Tchekao, on le sait très bien, et il a réduit à la simple expression. Quelle est son ambition? C'est de sécuriser la sous-région. Parce que quand la maison du voisin brûle, il faut faire attention. Et surtout, en tant qu'Africains, c'est-à-dire on est des gens solidaires, c'est-à-dire soucieux du bien-être des autres. Donc on assiste, on est des gens qui assistent. Donc son souci, c'est de sécuriser la sous-région et de venir en recours à tous ceux qui sont dans le besoin de secours. À un moment donné, on croyait qu'il prenait beaucoup d'espace, avec sa forte personnalité et autres. C'est pas de sa faute. S'il a une forte personnalité, c'est pas lui qui prend la... C'est les événements qui font qu'il est là. Oui. Toujours en rapport avec les voisins, dans ce registre, il y a aussi la situation en RCA. La récente actualité, l'arrivée de la Russie avec les accords militaires. Bon, quel est son regard? On a cru à un moment donné que, comme la France était un peu inquiétée, Macron qui est venu au Tchad, il devait avoir... quelle est la lecture du président? Il ne faut pas faire une similitude, une jonction entre la venue de Macron et les affaires de Centrafrique. Centrafrique, c'est un État souverain qui doit négocier avec qui il veut. Oui. Donc il n'y avait pas... Mais le président, il disait, qu'est-ce qu'il peut faire? Macron est venu dans un autre cadre. Si les gens pensent que lui, il peut encore intimer l'ordre, il n'est pas quand même le mercenaire de la France. Ça, il n'est pas le mercenaire de la France. Non, c'est loin de là. Ah, ça, c'est loin de là. Vous évacuez ça parce que certains ont cette idée-là. Il n'est pas le mercenaire de la France. Il n'est pas le mercenaire de la France. Il est, c'est-à-dire un partenaire, d'accord, dans la coopération et tout ça, mais il n'est jamais... On ne peut pas venir lui donner une injonction pour faire telle ou telle action. Ça, c'est les gens qui veulent tenir son image et qui ne pourront pas. Cette image, elle est indélébile, hein. On ne peut pas la changer. Ça veut dire qu'entre lui et le président Touadéra, ça va bien? Bien sûr, récemment, le président Touadéra était arrivé au Tchad, donc tout va bien. Et c'est en image. Ok, voilà un peu... Bon. Pour le Cameroun, je crois que ça va tout naturellement. Non, ça va tout naturellement. Pour le Cameroun, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont jamais pensé qu'il s'est mixé dans leur affaire. Le président Idriss Déby n'a pas besoin de se mixer dans... De venir en aide, d'accord, si on lui demandait, mais il ne se mixe pas. Il est fier de la souveraineté. Il ne peut pas imposer aux autres la soumission. Ce n'est pas normal, ça. Donc, en tout cas, pour le Cameroun, on a une image forte de lui. Il est venu, il allait visiter dans les hôpitaux, visiter les militaires lors de la situation sur Boko Haram. Oui, mais c'est normal. Vous connaissez que pour tous ces événements, le Tchad a fait beaucoup de sacrifices. Il a perdu ses enfants et tout ça. Et c'est un homme qui j'ai dit, socialement très bon, qui vient assister les gens. C'est-à-dire qu'il n'attend pas pour envoyer les autres. Il est là.
au moment difficile, que ce soit en guerre ou dans la maladie, il est présent. C'est pourquoi il s'est déplacé pour venir voir ceux qui ont sacrifié leur sang pour sauver les autres. Alors, on sait aussi sa position sur le franc CFA. Ça, c'est toujours. Oui, c'est on sait qu'il y a un sommet qui s'est tenu en Djamena. Il y a eu un veto sur la dévaluation qui était en perspective par la France et les partenaires. Oui, c'est-à-dire il est dans sa logique avec les autres. Hein. C'est-à-dire que pour le franc CFA, si les gens ont constaté, ou bien lui-même il a constaté que ça faisait un peu du tort, il est dans cette logique où il fallait penser à remédier à ça. Mais la dévaluation... La dévaluation a été bloquée, mais on reste toujours dans le franc CFA qui appauvrit considérablement. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, si ça appauvrit, il ne fallait pas tout de suite anticiper ou précipiter les choses. Les événements, demain, ça viendra. On a fait un constat. Maintenant, il faut chercher les solutions pour pouvoir voir comment il faut faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait un constat qu'il fallait tout de suite commencer à brouiller. Donc, graduellement, avec l'ensemble des gens, les gens vont faire des réflexions pour trouver la solution qui serait quand même... que tout le monde va adhérer. Alors, on entre donc dans le cœur de notre émission, à savoir cette intervention française et de l'armée française, de l'armée tchadienne. Cette intervention a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais il faut voir une chose, c'est que les États, ils ont des accords de s'entraide, des accords de défense, des accords dans l'économie et tout ça. Mais on a fait actionner que notre accord entre la France et le Tchad. Le Tchad est en train d'être agressé par des mercenaires, par des terroristes, par des gens sans loi ni foi, et armés avec des appareils que tu ne peux pas imaginer. Ils étaient lourdement armés. Lourdement armés. Alors là, ça dit que ces gens ne pouvaient pas, des individus qui ne sont ni des djihadistes ni des terroristes, ne pouvaient pas avoir cet armement, ou bien soutenus par les organisations qui détruisent l'Afrique. Donc l'intervention du président Déby en sollicitant la France, elle était normale. Normale, et ça a été soutenu par sa population. Ah, soutenu par sa population. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le président Déby ne pouvait pas se lever tout seul et faire agir, actionner une situation. Et il y a toujours une consultation, il y a un gouvernement, il y a une assemblée et tout ça. Et je crois que, et la population aussi. Vous voyez, quand la chose machin, les gens ont soutenu. La population en lien sont sortis pour soutenir la France et tout ça, pour ce qu'elle a fait. Ça, ce n'est que normal, parce que quand on est en difficulté, un ami vous vient en aide, par titre de reconnaissance, il fallait lui manifester ça. Mais sur la position, situons d'abord même cette colonne-là. Elle vient du sud de la Libye, c'est ça, non? Oui. Pour rentrer au nord du Tchad. Voilà, oui. Le réalisateur peut nous montrer la carte là. Mais est-ce que, puisqu'on a un État fantôme qui est ce sud de la Libye, oui. Est-ce qu'aujourd'hui la frontière est sécurisée? Oui, la frontière est sécurisée. Bon, elle a toujours été sécurisée, mais c'est-à-dire que les gens ne s'attendaient pas. Ah, les gens ne s'attendaient pas? Oui, on ne s'attendait pas. Mais maintenant qu'il y a ce déclic, maintenant c'est plus renforcé. Elle était sécurisée avant, mais maintenant elle est plus renforcée. Nous avons un ministre de l'administration territoriale qui est un jeune et qui est très dynamique, oui. Et qui est sous le chef. Il a même détecté, c'est-à-dire les orpailleurs là, qui sont là, des vendeurs d'illusions, qui ont des tracteurs et tout ça. Il a tout détecté. Donc la frontière est sécurisée et nous lui devons beaucoup de reconnaissance aussi parce que maintenant on peut faire confiance à la sécurité. Alors, cette histoire du sud de la Libye, là, vers... Est-ce qu'il y a des ennemis du président Idriss Déby, là-bas, de l'autre côté, là? Mais qui ne peut ne pas avoir un ennemi, surtout quand tu défends des intérêts nobles. Tu as toujours quelqu'un qui t'en veut. Ceux qui sont manipulés, ceux qui sont à la solde des... Ils sont tchadiens ou ils sont étrangers? De toutes les nationalités, parce qu'on ne peut pas dire un tchadien. On ne peut pas leur donner la nationalité tchadienne parce que ce sont des gens qui veulent faire du tort aux gens. Donc on ne peut pas dire que ce sont des Tchadiens. Bon, mais l'acte était qualifié comme un acte de déstabilisation pour venir prendre le pouvoir du président Idriss Déby. Non. Mais je ne sais pas que si... Bon, je crois que s'ils avaient cette idée, mais ils se sont trompés parce que la population qui a plébiscité Idriss Déby n'accepterait pas que des voyous puissent entrer et prendre le pouvoir. Bon, ce sont des gens qui n'avaient pas des issues,
qui étaient manipulés, qui étaient utilisés pour faire du désordre. Vous voyez les terroristes, les djihadistes, là, ce sont des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ce sont des mercenaires qu'on les paye et tout ça qui peut faire des dégâts. Bon, s'il y avait des forces occultes qui est quelque part qui activaient, ça, il n'y a que eux qui peuvent le savoir. Mais nous autres, nous trouvons que ce ne sont pas des Tchadiens. Un Tchadien d'une bonne éducation, nous avons toutes les structures pour pouvoir quand même chercher, vous parlez du pouvoir. Le pouvoir, il y avait un cadre d'arriver au pouvoir. Moi qui vous parle, j'ai été candidat à la présidentielle 2006. Ah bon? Bien sûr que oui, j'ai été candidat et j'ai fait un score de 5%. Contre le président Idriss Déby. J'ai un parti politique. Ça veut dire que tout est autorisé. N'importe qui peut créer un parti. Vous avez vous-même un parti politique? J'ai un parti politique. Ah, et il vous prend comme conseiller? C'est-à-dire, il me prend comme un conseiller, c'est normal, puisque c'est un patrimoine comme à partager, c'est notre patrimoine commun. Oui. Donc ça n'a rien à voir par rapport. Je vous ai dit que ce n'est pas quelqu'un qui cherche à dire que vous avez été son ennemi ou pas. Ah. Nous, l'ennemi, il y a des gens qui ont pris des armes, qui le combattaient, mais qui sont aujourd'hui rentrés et qui sont sont entrés dans le gouvernement. Qui sont rentrés au Tchad et qui ont des fonctions respectables, qui sont des conseillers spéciaux à côté de lui, qui ont été même, il y a un qui a été même Premier ministre à son temps. Donc ça, ce sont des gens, combien de fois quelqu'un qui combattait démocratiquement par des urnes, donc il n'y avait pas de problème d'inquiétude là. Si les gens veulent le pouvoir, qu'ils viennent postuler comme tout le monde et chercher le pouvoir par la voie des urnes. On reste dans cette intervention, je vous relance tout simplement. Vous venez me faire revenir en esprit là, ça m'a entendu aux opposants, oui. Avec la création par exemple du poste de médiateur de la République. Oui, il y avait un poste de médiateur de la République. Il y avait, bon, jusqu'à là, la main est tendue, il y avait l'amnistie qu'il a déclaré tout de suite là pour que les gens viennent pour construire le Tchad au lieu d'aller se faire manipuler par les étrangers. Donc, vraiment, le cadre idéal, nous ne pouvons pas compter pour dire que ces gens veulent le pouvoir. Pour nous, ce sont des terroristes qui veulent créer que du désordre. Parce que le pouvoir... Ah non, ils ne veulent pas le pouvoir, ils veulent créer le désordre. Ben, ils sont manipulés pour des fins qui eux-mêmes ils le savent. C'est-à-dire, mais ils ont devant eux un président qui est vigilant. Parce que quand ils ont fait leur entrée, quand on avait fait une grande manifestation à l'intérieur du Tchad, le président Idriss Déby, par surprise, est arrivé à l'estade, là où il a été vraiment vivement acclamé. Donc il est monté sur le podium, il a dit aux Tchadiens de ne pas s'inquiéter, ça c'est un petit problème. Tous ceux qui veulent nuire au Tchad, il est devant. Il serait le premier à tomber avant que le Tchad ne puisse être touché. Donc là, il a rassuré la population, il a rassuré sa population, et je crois que c'est un président qui doit mériter beaucoup de félicitations, d'encouragement aussi. Alors, monsieur le ministre, permettez-moi les questions. Hein. Allez-y, c'est ça. Il y a certains qui disent que, bon, avec cette action, faire intervenir la France, c'est comme s'il n'était plus panafricaniste. Mais j'ai dit que c'est-à-dire le panafricanisme ne veut pas dire... C'est l'opinion, hein, c'est des commentaires. Non, de toutes les manières, ça, ce sont des faux problèmes. Moi, nous pensons que le panafricanisme est en lui, dans son sens. C'est-à-dire le fait de refuser d'être soumis à une injonction quelque part, ou assujetti à un État, ça veut dire que c'est déjà un panafricaniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est lié à son intégrité morale, à son intégrité, à sa souveraineté et tout ça. Donc c'est ça le panafricanisme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas la soumission et qui ne prend pas les injonctions des autres. Donc il n'accepte pas. Ah, il n'accepte pas. Et là, détrompez-vous, il n'accepte pas. Donc dans cette intervention, il y avait une liberté, c'est juste en fonction des accords, rien d'autre? C'est en fonction des accords, il n'y a rien d'autre. En fonction des accords. Et ça aussi, c'est... Vous avez parlé même de dettes de sang quelque part là. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai. C'est-à-dire, d'abord, le Tchad, ils ont des accords de longue date. Les Tchadiens, comme tous les Africains, ont contribué à sauver la France pendant qu'elle était agressée. Oui. Donc, chaque Africain se fait, c'est-à-dire, la France se fait une dette morale vis-à-vis de l'Afrique, et particulièrement du Tchad. Parce que si chacun peut appeler la France à se rescousse, parce que la France a appelé les Africains à se rescousse quand elle avait des difficultés. Où est le problème? C'est quand on a des difficultés, on fait toujours appel à un ami. Et nous pensons que la France, en dehors de ce que les gens disent, elle est seulement une amie, mais elle n'est pas plus que d'autres. Alors, cette intervention vient après la visite du président Emmanuel Macron au Tchad. Première question, est-ce que ce n'est pas la France qui voulait... Certains estiment que c'est peut-être la France qui voulait passer derrière les rebelles.
Qu'est-ce que vous dites? Ça, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. La France n'a pas intérêt. La France a beaucoup d'intérêt à sauvegarder que d'aller pousser des autres pour qu'ils puissent avoir des difficultés. Peut-être pour faire un peu peur au président Idriss Déby. Mais ça, ils se sont trompés si c'était ça. Si c'est pour lui faire peur, c'est un militaire. Alors, la peur, il ne la connaît pas. Peut-être pour l'amener à prendre certaines décisions en faveur. Je ne crois pas. C'est ça que les commentateurs disent. Non, les commentateurs, ce sont les commentateurs. C'est-à-dire les gens, les analystes et tout ça. Ce ne sont pas des bons analystes parce que il faut connaître l'homme pour savoir ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Tel que nous connaissons Idriss Déby, ce n'est pas la personne qui va accepter. Il accepte quand l'intérêt de la République est menacé. Non, c'est-à-dire il accepte la transition quand vous sauvegardez les intérêts de la nation. Mais quand vous allez contre les intérêts de la nation, vous les aurez devant vous. Toujours au cours de cette visite, il y a eu beaucoup d'annonces, de soutien financier, même les élections. Emmanuel Macron en a parlé. Oui, mais il en a parlé, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va dire au président Déby ou bien aux Tchadiens d'aller aux élections ou pas. Les élections, c'est depuis que le président Déby a déclaré la démocratie. Donc quand on dit démocratie, c'est que ce sont des débats contradictoires. Donc les élections ont commencé depuis que le président Déby est installé au Tchad. Il y a toujours eu des élections et ça ne serait pas la dernière élection. Donc, ce n'est pas une première pour que ça soit instruit ou bien orienté ou un jeu. Donc, excellent Monsieur le ministre, vous ne trouvez pas que la France peut jouer stratégiquement derrière les rebelles pour faire peur à Idriss Déby? Oui, pour l'amener à accepter un certain nombre de choses. Ça, c'est ce que les gens veulent faire croire à la population. Mais pas... Et vous dites? Non, c'est pas vrai. Ou vous redites, parce que j'insiste là pour que vous puissiez nous dire. Vous êtes son chargé de mission. Mais c'est pas en tant que chargé de mission que je parle, c'est en tant que citoyen connaissant le président Déby. Ah, en tant que citoyen? Oui, c'est-à-dire que quand vous dites chargé de mission, c'est qu'il y avait une influence de la fonction. Ah, ok. Non, je suis... D'abord en tant que citoyen. Mon sentiment personnel, en tant que citoyen, ce que je trouve à cet homme qui ne peut pas se soumettre à une injonction quelque part. Donc la France ou ailleurs, personne ne peut lui dicter quoi que ce soit. Ils sont en train de travailler en étroit partenariat. Alors, cette intervention pose aussi peut-être les problèmes, des problèmes fondamentaux de la gestion même de la situation tchadienne. Aujourd'hui, la situation économique, elle est bonne? Comme tous les autres pays. C'est-à-dire elle n'est pas très bonne, mais elle n'est pas très mauvaise aussi. Les gens vivent et les gens s'améliorent, les choses s'améliorent. C'est-à-dire que l'économie, c'est des échanges entre les États. La projection, si le voisin a des malaises, tu en as. Mais la baisse du pétrole le Tchad a pris un coup, mais comme tous les États pétroliers. Mais ce sont des choses éphémères et qui passent, qui s'améliorent. Maintenant, la flambée, c'est-à-dire le pétrole est en train de partir en haut. De remonter. Donc il n'y a pas... Parce que ça n'a pas encouragé les rebelles que l'État est fragilisé et puis... L'État n'est jamais fragilisé, c'est-à-dire les gens ne se sont pas souciés du tout. Donc c'est vrai, ça a impacté un peu sur le panier de la ménagère, mais je ne crois pas que ça peut donner raison ou bien une occasion pour les autres pour dire que l'État est fragilisé. L'État est aussi fort que ça. Si c'est un problème... un petit problème économique peut fragiliser un État, c'est pas vrai. Toujours dans cette intervention, passons, on se pose les questions pour mieux comprendre le Tchad du président Idriss Déby. Alors les rapports qu'il a avec la jeunesse, puisqu'aujourd'hui c'est la jeunesse qui est beaucoup plus enrôlée dans ces situations. Oui, c'est-à-dire la jeunesse, lui il a fait dans l'éducation, son souci c'est le fer de lance. La jeunesse c'est l'alternative. C'est l'alternative pour le prochain. Donc il se bat plus pour la jeunesse parce que c'est la force de relève. Donc par rapport à son éducation, par rapport à sa santé. Et s'il écoute suffisamment la jeunesse ou bien est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que il y a beaucoup de projets, les jeunes Tchadiens qui vous regardent là ou qui vont suivre l'émission et tout ça et qui suivent se retrouvent en fierté? Mais aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui occupaient des fonctions que dans le passé ils ne l'ont pas. C'est-à-dire ils sont impliqués dans la gestion. Et les femmes et les jeunes sont impliqués dans la gestion. Donc le président Déby a fait quand même de ça une... Les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes. Les jeunes, c'est l'ensemble, c'est-à-dire les hommes et les jeunes garçons et les femmes. Oui, tout à fait. C'est la jeunesse entière, sans confusion. Ouais.
Alors aujourd'hui, vous avez parlé du pétrole. Peut-être si au Tchad, il y a un problème de diversité. Quelle est la place de l'agriculture? Parce qu'on sait aussi que quand ça ne donne plus avec le pétrole, il faut aller ailleurs. Non, en tout cas, nous ne tenons pas trop au pétrole. C'est-à-dire que c'est l'agriculture qui a été la priorité parce que le chef de l'État s'est investi plusieurs fois. Il a même encouragé les gens à la terre. Il a demandé à ce que les gens repartent à la terre. Et tout ça. C'est ça son slogan tous les jours. Donc, c'est-à-dire la meilleure solution, c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc, on peut l'avoir que dans l'agriculture. Le pétrole, c'est un complément et que les gens... C'est vrai, on ne peut pas refuser quand même une ressource que nous régénère dessous, mais le plus important, l'intarissable ressource, c'est l'agriculture. Donc, il se met dedans. Alors, on est en train d'évoluer, on admire votre manière, avec la liberté avec laquelle vous exprimez, malgré nos questions, que ça ne vous choque pas. Ouais. Parce que quelque part, le président Idriss Déby Itno est reconnu comme un panafricaniste. Il a été un président de l'Union africaine, au niveau de la CEMAC, il a agi, il a beaucoup d'œuvres. Mais aujourd'hui, beaucoup se posent la question, quelle est sa vision du Tchad et de l'Afrique, quelque part? Parce qu'avec cette intervention de l'armée française conjuguée avec l'armée tchadienne, beaucoup se sont dit que l'armée tchadienne pouvait intervenir seule. Et maintenant, on se pose la question, quelle est sa vision du Tchad et de l'Afrique? Non, d'abord du Tchad. Il veut un Tchad souverain, réellement souverain, indépendant, qui ne peut jouir que de ses propres forces. Ouais. En plus de ça, pour l'Afrique, c'est-à-dire c'est le souci de tous les Africains d'être plus libres, prendre ses décisions souverainement, même si on a été des anciennes colonies. Mais maintenant, n'importe quel chef d'État africain ne pouvait pas accepter normalement. Il devait s'inscrire dans le panafricanisme, c'est-à-dire vouloir ce que les Africains veulent exactement, au lieu de faire importer ou bien se faire imposer quand même une gestion. Donc sa projection de l'Afrique, c'est une Afrique vraiment librement indépendante, souverain. Peuvent agir et autosuffisants. Donc le fait que l'armée française intervienne n'enlève pas cette liberté, cette souveraineté? Non, ça, on a fait actionner seulement l'accord de défense. On a eu des difficultés à un moment. Bon, juste, mais seulement ces difficultés même, si on a fait, l'armée française n'a pas fait tout le travail, elle a fait un travail conjoint avec l'armée tchadienne. Un travail conjoint. C'est-à-dire, elle a intervenu au moment d'éradier les quelques rebelles, mais seulement les quelques terroristes. Mais sur le plan logique, c'est l'armée tchadienne qui a fait le grand travail, puisque même maintenant, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ouais. Mais beaucoup estiment aussi que à un moment donné, l'armée française a souvent refusé des interventions, mais cette fois-ci, elle a accepté. Ah là, je ne sais pas, vous avez cette source d'où, parce qu'on n'avait pas eu de difficultés pour que si l'armée française a refusé des interventions. Mais je ne crois pas. C'est peut-être la première demande d'intervention, et ça aussi, c'est juste parce que... C'est le Tchad qui demande l'intervention, normalement. Oui, mais le Tchad a demandé l'application de l'accord de défense, elle a été agressée. C'est tout. Ouais. Donc aujourd'hui, la vision du président Idriss Déby Itno, c'est un Tchad libre, c'est ça? Un Tchad libre, souverain, autosuffisant. C'est-à-dire sur le plan agricole, sur le plan élevage, sur le plan... C'est-à-dire que dépendant de lui-même. Ça nous permet donc de revenir même avec un parallèle politique dans cette intervention. Est-ce que derrière ces rebelles, les politiques ne pouvaient pas se retrouver là-bas? Bon, il y a toujours des brebis galeux qui voulant la facilité, peuvent machin, mais la grande majorité soutient le président Idriss Déby. Donc si vous dites quelques brebis galeux, quelques oppositions, et de quelle opposition? L'opposition démocratique, elle est là, elle fait un peu de sortie, mais ça n'a entaché à rien la cohabitation, que ce soit avec la France ou bien avec la population. Alors, décidément, vous ne trouvez rien qui ait pistonné cette intervention en rapport avec le Tchad. Il n'y a rien. La France Je dis au niveau du Tchad, c'est-à-dire les Tchadiens qui ne veulent pas, certains qui contestent le président Idriss Déby Itno ou bien qui veulent arriver au pouvoir quelque part. Là, je ne peux pas me mettre à leur place pour parler, mais seulement je pense que c'est un non-événement, même s'il y en a qui sont en train de faire
être complice de ces actions, mais ce n'est pas une action qui peut avoir un impact. Alors, pour vous, monsieur le ministre, actuellement, le Tchad est sécurisé. Bien sûr que oui. Vous voyez que mais récemment, après l'intervention, après l'incursion des rebelles, des terroristes, nous avons encore envoyé des troupes pour sécuriser les autres États. Ça veut dire que chez nous, on est sécurisé. Sinon, on n'allait pas se développer, on allait rester pour défendre quand même notre frontière. Pardon, tout à fait. Alors, la vision du président Idriss Déby pour l'Afrique, on le connaît dans ses positions, ça c'est clair. Ouais. Mais maintenant, sa vision, il voudrait... Quelle est l'Afrique qu'il veut, la sous-région d'abord même? Je vous ai dit qu'une Afrique libre, sincèrement libre, indépendant, autosuffisant, c'est-à-dire que la misère part très loin. Donc ça c'est la vision de tout un homme quand même censé vouloir gérer, ou bien un homme qui ne peut que vouloir ce qu'on aime pour soi, on aimera pour les autres. Donc il aime que le Tchad soit autosuffisant, souverain, indépendant, tout ça. Donc il le souhaiterait aussi, ou bien il le voudrait aussi pour ses pays voisins, pour l'Afrique entière. Donc c'est ça sa vision. Un Afrique indépendant, libre, auquel les gens seront heureux de vivre, au lieu d'aller s'exiler ou bien s'immigrer ailleurs. Est-ce que donc maintenant on a les moyens, parce que voilà les questions que les jeunes se posent, que l'opinion se pose, on veut être libre, on veut être indépendant, mais est-ce qu'on a les moyens, parce que les accords militaires restent toujours là, les bases militaires sont là? Oui, mais ça ce sont des actions quand même qui sont dans le cadre de réflexion. C'est-à-dire on ne peut pas indéfiniment être sous la tutelle ou bien sur des bases étrangères. Mais le moment, il arrivera un moment, c'est-à-dire ça n'empiète en rien, c'est-à-dire la souveraineté d'un État. Oui. Les bases peuvent, c'est-à-dire si vous avez signé un accord avec quelqu'un et que vous pouvez maîtriser, il peut rester, et que le jour où vous ne voulez pas, il peut partir. C'est-à-dire ce n'est pas... Ce jour-là va arriver? Mais c'est pas loin, ce jour-là arrivera de toutes les manières. Ce n'est pas loin, ça va arriver. Vous êtes sûr que le président Idriss Déby sait que ce jour va arriver? Non seulement il le sait, il est convaincu que ce jour-là arrive. Ah, il est convaincu? Oui, bien sûr. Bien sûr que l'Afrique, si nous voulons tous une Afrique indépendante et souveraine, il fallait qu'on ait quand même la capacité de nous gérer nous-mêmes sans la base étrangère. Maintenant, c'est un problème conjoncturel où il y avait des terroristes partout. C'est une jonction de tous les États pour gérer la situation. Mais c'est une situation, une gestion provisoire. Et on sait aussi la question du G5 Sahel avec cette sécurité-là. Donc peut-être la France ne voulait pas aussi que tout étant concentré, par exemple au Tchad, qu'il y ait ces mouvements-là, ces djihadistes qui viennent semer le désordre quelque part. Pour le Tchad? Oui. Non, c'est-à-dire ça a été qu'une base. On peut la mettre partout. Ça n'a rien à voir avec le choix réellement du Tchad. C'est-à-dire la France voit que... C'est-à-dire plus les djihadistes entrent... Si la France est en sécurité, ou bien l'Europe est en sécurité, parce que l'Afrique est encore en sécurité. Mais si les gens ont... Donc elle se soucie de sa sécurité à elle. Parce que tous ceux qui utilisent la mer et qui vont, tout ça, ces djihadistes, la guerre va se déporter là-bas et ça ne serait pas le catastrophe. Donc il fallait quand même limiter à travers l'Afrique pour qu'il n'y ait pas ce problème. On court sensiblement vers la fin de cette émission. Vous êtes tchadien. Alors, je veux prendre là un problème que beaucoup en préparant cette émission m'ont posé, qui est une difficulté aussi qui peut peut-être créer des frustrations. La question du port sec, c'est-à-dire le transport des marchandises, ça crée quand même... Oui, ça a été toujours un problème. Bon, je vous ai dit que j'étais transporteur, et j'étais même sur ce problème-là. C'est-à-dire le port sec doit normalement être dans tous les États qui sont enclavés, doivent avoir un port sec. Parce que, enclavé au plan maritime. Plan maritime, oui. Enclavé au plan maritime peut effectivement éviter le Tchad. Oui. Parce que si on avait un port sec, et je crois que c'est déjà en viabilisation, il faut avoir un port. Ah, c'est bien en viabilisation? Non, c'est en viabilisation. Donc il faut avoir là où tous les produits, par exemple pour le Tchad, doivent être stockés. On aura la facilité de pouvoir les enlever, donc il n'y aura pas de coût. Parce que maintenant que ce soit le port de Douala ou un autre port auquel les produits sont là et il n'y avait pas un port sec,
C'est-à-dire que les marchandises sont soumises à des taxations après un certain temps. Donc ça va quand même jouer sur, c'est-à-dire le coût de la marchandise. Quand la marchandise est tout de suite enlevée et quand la marchandise est arrivée à destination, c'est-à-dire le coût n'est pas important. Mais quand elle a stationné, elle a mis du temps, la facturation va être machin et le commerçant il mettra sur la charge de la marchandise. Qu'est-ce que le président Idriss Déby doit faire? Il en a déjà instruit, c'est-à-dire, je vous ai dit que le port sec est en train de se viabiliser, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il est soucieux de ce problème-là. S'il veut le bien-être de la population, il faut que le coût des marchandises soit à la portée de tout le monde. Donc il ne fallait pas créer des coûts supplémentaires. Et vous-même en coulisses, vous m'avez dit que vous avez un cas dans cette situation. Oui, bien sûr. J'avais importé à son temps un véhicule qui était importé par... J'ai fait importer un véhicule, mais le type s'est trompé. Il a fait un connoncement à son nom, alors que ça doit être mis en consommation au Cameroun, alors que c'est un véhicule qui doit aller au Tchad. Et il a subi beaucoup de retard et tout, jusqu'à ce que ça ait été vendu. Alors ça, ce sont des cas qui peuvent arriver. Mais si nous avons un port, la marchandise ira directement à ce port et il y aurait pas, tant qu'on ne l'aurait pas enlevé, il n'y aurait pas de taxation. Même s'il y en a, ça serait un truc forfaitaire. Donc j'ai perdu ce véhicule parce que je ne suis pas venu l'enlever rapidement. Dites-nous en toute vérité, quel est le sentiment du peuple tchadien vis-à-vis du président Idriss Déby? Bon, je ne veux pas vous obliger à jurer, mais je vous dis quand même de parler avec la main au cœur. C'est-à-dire que ce soit la vérité. Non, je dis que pour le moment, c'est-à-dire on ne peut pas demander à tout le monde de vous aimer. Ça, c'est un faux. Même dans une famille, on peut aimer. Mais la grande majorité aime le président Idriss Déby. Ils le soutiennent. Parce que lui-même, il attire l'amour des autres. Parce qu'en faisant des réalisations qui peut encourager à ce qu'on peut l'aimer. C'est pourquoi j'ai dit que dans les élections passées, il a été plébiscité à 60%. C'est pas donné à tout le monde. Mais il y a des élections aussi futures on a eu la grande annonce par Emmanuel Macron. Ah, pas des législatives. Mais c'est-à-dire, bon, ce sont des choses que si Emmanuel Macron faisait, le président lui a dit qu'on va faire et lui aussi il a profité de parler. Mais ça a été programmé. Les élections, il y a une programmation après une certaine période, l'échéance va s'écouler et il fallait refaire les élections. Ça, c'est un programme bien défini. Donc, Emmanuel Macron l'annonce ou bien les autres Tchadiens l'annoncent, c'est toujours quelque chose de programmé. Donc, c'est pas nouveau pour les Tchadiens. Nous attendons à une élection législative bientôt. Et ça a été lancé, il n'y a pas de problème. Votre parti va faire les législatives là? C'est sûr, nous avons des candidats à présenter. Alors vous considérez comme un opposant radical, un opposant... Non, je suis dans la majorité. À majorité présidentielle? Oui, je suis dans la majorité présidentielle. Ouais. Alors, excellent monsieur le ministre, quand vous regardez du Tchad, l'Afrique aujourd'hui, les voisins, quand vous voyez la vie, est-ce qu'aujourd'hui les Africains vivent ou ils survivent? Et regardez ça avec les yeux du président Idriss Déby, dites-nous et dites-nous. Non, c'est-à-dire si les gens pensent que les Africains vivent, ça veut dire qu'ils ne feront pas de progrès. La logique, c'est que nous voulons améliorer la vie des Africains. Mais nous vivons, mais on peut encore faire mieux pour que l'Africain puisse avoir quand même son bien-être. Mais nous vivons, sinon on est mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre donc mieux pour un État comme le Tchad? C'est-à-dire d'abord... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, le président Idriss Déby? Il s'investit dans l'agriculture, et, bon, dans l'industrialisation, et maintenant, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Ça, ce sont des voilà un grand chantier. C'est un truc qui mine quand même. Il y a des gens sans scrupules qui s'enrichissent au détriment des autres. Alors là, et ce sont des gens qui ne doivent pas s'enrichir parce qu'on leur a fait confiance. Pour détourner, il faut avoir la fonction. Et ces gens-là, maintenant, ils sont traqués. Hein. Ils sont traqués. Ils sont sous la loupe. C'est vrai je l'ai suivi lors d'un discours, il dénonçait publiquement et vertement, il désignait même des personnes. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, s'il désignait, ça veut dire que tu voulais me dire qu'il pouvait déjà, il les connaît, il les met en prison. Bah, il les faisait peur. Il leur dit... il leur faisait peur seulement? Non, je dis il les faisait peur parce qu'il les connaissait, mais au moment venu, bon, peut-être...
c'est un passé, mais il projetait pour qu'il ne récidivise pas. Ok. Alors, toujours en rapport avec le Tchad, dans le domaine de la sécurité, c'est une grande armée, c'est une armée qui est bien bâtie. Est-ce qu'aujourd'hui, le président a confiance avec cette armée-là? On sait que c'est un général de guerre, mais est-ce que l'armée a confiance avec son président? Mais ça veut dire, les deux, s'ils ne s'entendaient pas, c'est déjà une catastrophe. Donc ça veut dire qu'ici, il a pu réconforter les autres et assurer les autres, c'est qu'au moins il avait une base, il avait une armée qui est fidèle à lui. Donc il s'entendait bien avec son armée, il n'y a pas d'inquiétude. Pratiquement vers la fin de cette émission, vous avez certainement un message des Tchadiens pour la stabilité, pour la sécurité, pour la continuité de l'action du président Idriss Déby. Mais je veux quand même vous faire remarquer que beaucoup disent que, bon, le président Idriss Déby, est-ce qu'il prépare sa relève? Oui, là, bon, ça c'est rentré dans le secret du Saint. Là, je ne peux pas savoir s'il préparait sa relève. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où lui-même, il le déclarerait. Mais pour le moment, il a la confiance du peuple, on en a encore besoin de lui. Je crois que préparer, c'est trop vite fait. C'est trop vite fait. Donc il tient encore les manettes. Oui, il tient le manège. Il a encore la confiance de la population. Tu sais, je vous ai dit qu'arriver au pouvoir, c'est pas les urnes. Le jour où il se porterait et que les gens ne lui donneront pas leur machin, leur aval, à ce moment, il partirait. Mais pour le moment, il a la confiance. Et tant qu'il a la confiance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est encore solide, il est encore jeune, pourquoi pas? Quelles sont les images fortes que vous retenez de ce président, que vous avez rencontré certainement plusieurs fois? Oui, c'est un homme quand même... quand vous le rencontrez, vous avez envie de revenir pour le voir. Ça dit tout. Vous avez envie de revenir le voir? Attachant. Pourquoi? Attachant. C'est-à-dire, dans les discussions, vous ressentez qu'il prodiguait des conseils et il ne se souciait que pour le bien-être de tout un chacun. C'est déjà réconfortant. Oui. Vous discutez avec quelqu'un qui a que des projections d'avenir. Il lui arrive de manière spontanée de faire des visites, d'aller vers les populations? Oui. Ben, il a une famille, il a des amis, il a ceci, il sortait. Il est là, il est tout le temps en brassage avec la population. Il a assisté dans le deuil, il est là, il est partout. Il n'est pas très fermé dans le palais? Non, je ne crois pas. Bon, c'est-à-dire sa fonction de président le limitait un peu, mais ça veut dire qu'il tenait toujours un temps pour visiter les gens. Ça veut dire qu'au Tchad, on peut approcher le président à tout moment, c'est ça? C'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus facile. On en a vu ailleurs, pour voir un directeur, c'est un problème, le président Idriss Déby, quand on a envie de le rencontrer, mais on ne rencontre pas quelqu'un sans un objet précis. Ah voilà, sans un objet précis, tout à fait. Il a d'autres charges plus lourdes, mais si vous êtes vraiment, vous avez fait une déclaration, une demande avec des objectifs précis, vous êtes accueilli, vous êtes reçu. Quelle est l'image que vous voulez, au terme de cette émission, qu'on retienne de lui, en rapport à cette actualité où beaucoup ont estimé qu'il n'est pas panafricain, vous avez déjà dit qu'il n'est pas, certains disaient qu'il est il joue le rôle de mercenariat de la France, et ainsi de suite. Quelle est l'image que vous voulez qu'on retienne de lui par rapport à cette situation? Non, moi je crois que ceux qui pensent comme ça sont des gens de mauvaise foi. C'est pas après son parcours, c'est pas pendant une petite période qu'on peut détruire tout ce qui a été fait. Donc, on doit retenir une image de quelqu'un qui a sa fierté, qui tient à sa souveraineté, et c'est quelqu'un quand même d'accessible et qui vient l'émergence de son État. Donc, c'est un homme bien et qu'on doit encourager. Et maintenant, ces rapports avec pas seulement la France, les autres pays étrangers? Non, avec les autres pays, je crois que il n'a aucun problème avec n'importe quel pays, que ce soit la France ou les autres pays. Je ne crois pas que... C'est un homme ouvert. Très ouvert. C'est pourquoi il a eu le privilège d'avoir à gérer beaucoup d'États, beaucoup des institutions. Les gens lui faisaient confiance, sinon on ne lui aurait pas confié beaucoup. Alors, vous avez dit que le Cameroun, c'est votre... Avec le Cameroun, ça va naturellement? Bien sûr que oui.
peut-être je serai constant. Le jour où je serai déchargé de mes fonctions, je serai constant ici. Vous allez bâtir une autre... En tout cas, dans l'action du président Idriss Déby Itno, avec ce que nous avons vu tous ces jours-ci, on envisage créer un pool pour la défense, parce qu'il faut cela, pour la défense des actions positives et pour la meilleure explication des actions, des réalisations de ces chefs d'État. Ce que vous proposez est la meilleure proposition, parce qu'il fallait un pool de communication auquel on peut agir pour vulgariser et faire, c'est-à-dire on ne parlerait pas seulement du Tchad, on parlerait de l'Afrique. Ah, de l'Afrique. Oui, on va parler de l'Afrique. Et ce pool doit être constant, que vous autres journalistes, tout ça, vous devez aussi, c'est votre rôle et de votre travail, de pouvoir vulgariser les actions positives de nos chefs d'État. Donc ce pool est nécessaire. Très nécessaire. Moi, je ne sais pas, pour moi, le pool est nécessaire. Alors vous serez partie prenante pour... Je suis partie prenante. Si jamais vous faites une proposition comme ça, moi je suis parmi les gens qui vont vous accompagner. Parce qu'il faut un pool pour que, à chaque fois qu'il y a un événement, il ne faut pas que les gens diabolisent les autres. Ah voilà, c'est ça le véritable problème. Oui. L'Afrique est toujours présentée en noir, dans toutes les situations, et puis parce que nos journalistes, fait fuir les